Public's out there throwing darts at a board sport. I don't throw darts at a board. I bet on sure things. You be ferocious! You be relentless! You know something? Remember, there are no shortcuts, son. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un cours sur les Coco Bonds en partenariat avec les Sylves et le cours AFIBLE 2021 de Monsieur Aidan. Afin de mieux comprendre le concept des Coco Bonds, il faut dans un premier temps définir le terme d'obligation classique et d'obligation convertible. L'obligation classique est une créance émise par un État ou une société. À la différence d'un emprunt traditionnel, la totalité de cet emprunt sera remboursée à maturité et le détenteur de l'obligation recevra à chaque période un pourcentage défini à l'émission qui s'appelle le coupon d'une obligation. L'obligation convertible, elle, possède une caractéristique très spécifique, puisqu'elle permet au détenteur d'échanger les obligations détenues contre des actions avec une date et des termes prédéfinis. Pour mieux comprendre la différence entre une obligation classique et une obligation convertible, nous allons illustrer ces notions par un exemple. Voici Monsieur David, un investisseur très futé. Il achète une obligation de l'entreprise Guetta pour le montant de 1000 €. Supposons également que le coupon de cette obligation est de 5% par an et qu'elle a une maturité de 10 ans. Il recevra annuellement un coupon de 50 € pendant 10 ans et recevra à la maturité le montant de l'emprunt plus un dernier coupon, ce qui lui permettra de réaliser un bénéfice net de 500 € en 10 ans. Imaginons que dans le même cas, il possède 100 € de l'obligation convertible Guetta d'une même maturité de 10 ans et d'un coupon de 5% par an. Cependant, le contrat prévoit la possibilité de transformer ces 1000 € d'obligation en une action Guetta. Imaginons également qu'au départ, la valeur d'une action Guetta est de 500 € et qu'au bout de 5 ans, celle-ci est de 2000 €. Alors David pourra décider d'échanger l'obligation contre l'action Guetta. Cela lui permettra d'empocher un coupon annuel de 50 € pendant 5 ans et de recevoir à la fin de ces 5 ans un dernier coupon et une action Guetta d'une valeur de 2000 €. Dans ce cas, le bénéfice total réalisé sera de 1250 €. En comparant les deux cas, nous pouvons voir que dans le cas où le cours de l'action augmente, il est possible de réaliser des bénéfices conséquents sur une période plus courte. Maintenant que vous maîtrisez parfaitement la notion d'obligation classique et d'obligation convertible, expliquons à quoi correspond le concept des Coco Bonds. Tout d'abord, en 2008, les obligations subordonnées BAL 2, qui ont la particularité d'être remboursées en cas de liquidation d'une banque ou d'une entreprise en dernier après les obligations dites seniors, ne parviennent plus à remplir leur fonction principale qui est l'absorption des pertes. Par conséquent, suite à la crise, l'ingénierie financière a mis en place des Coco Bonds afin de pallier à ce problème. Les Coco Bonds sont un type d'obligation convertible ayant un déclenchement spécifique. En effet, ces produits possèdent un seuil déclencheur que l'on appelle le trigger. Lorsque celui-ci est atteint, il existe deux issues possibles afin d'absorber la perte du coco. Soit le coco est converti en action, soit il est déprécié totalement ou partiellement. Il est converti en action dans le cas où le taux de capitaux propres passe en dessous d'un seuil prédéfini, soit déprécié partiellement ou totalement dans le but d'alléger la dette de l'entreprise. Ces produits sont intéressants pour les investisseurs et les émetteurs car ils permettent d'être transformés en actions dans le cas où le cours de l'action augmente de l'entreprise, ou dans le cas d'une crise, d'absorber les pertes via la conversion en action également, ou la dépréciation qui peut être partielle ou totale. Les Coco Bonds ont permis par exemple aux banques d'améliorer leur solvabilité et d'éviter de faire faillite. UBS et Crédit Suisse en sont des exemples pertinents. En effet, lors de la crise de 2008, UBS avait émis des obligations dépréciables qui lui ont permis d'absorber des pertes à un point tel qu'elle n'a pas eu recours à aucune aide étatique. De son côté, Crédit Suisse a émis des obligations Coco Bonds convertibles en actions. Comme nous pouvons le voir à travers cet écran Bloomberg, Crédit Suisse a émis des obligations Coco Bonds avec l'inscription Capital Type Coco, offrant un coupon de 5,1%, relativement plus élevé que les obligations classiques liées à des risques plus importants. Qui dit risque plus élevé, dit notation moins bonne. En effet, comme en témoigne la colonne Bond Ratings, les notations données par Moody's, Standard & Poor's ainsi que Fitch sont respectivement BA2U, BB- et BB+. Le montant émis et le montant en circulation sont les mêmes et évalués à $1 milliard américains. Le trigger n'a donc pas été atteint. De plus, comme nous pouvons le voir dans ce deuxième écran Bloomberg, le déclenchement de la conversion des Coco Bonds en actions s'appuie sur un ratio de fonds propres qui est le Common Equity Tier 1. Ainsi, l'absorption des pertes représente un enjeu majeur pour les institutions financières et les Coco Bonds permettent de répondre à ce besoin. Elles possèdent également d'autres avantages à ne pas négliger. En effet, lorsqu'une institution financière améliore sa solvabilité, elle fortifie la confiance qui la lie avec les investisseurs et préserve une bonne réputation. En outre, il est intéressant de noter
qu'en plus de bénéficier de coupons plus élevés que des obligations classiques, les coupons perçus par les investisseurs profitent d'une déductibilité fiscale qui attire l'intérêt dans la détention de CocoBonds. De surcroît, les CocoBonds peuvent être utilisés comme un moyen de rémunération par les banques à leurs salariés lorsqu'il s'agit des bonus. En effet, si le ratio de fonds propres de la banque atteint le trigger, les bonus impayés pourront être transformés en actions, ce qui permet aux banques d'augmenter le capital et de pouvoir renforcer la position de cette dernière. La gestion des risques serait prise plus au sérieux par les salariés qui feront tout pour recevoir leurs bonus impayés, ainsi que par les actionnaires qui voudront tout faire pour éviter la dilution en cas de conversion des CocoBonds en actions. Notez que les CocoBonds présentent également des inconvénients, à commencer par un risque plus élevé. En effet, cela est dû à un rendement plus élevé, obtenu grâce à des taux plus importants. Les cocos peuvent être intéressants en période d'expansion économique, car pendant sa progression, l'obligation n'exécutera pas son droit de conversion en action. En revanche, si le contexte économique est défavorable, la détention de CocoBonds peut présenter un risque pour l'investisseur, car si l'entreprise éprouve des difficultés, elle peut l'obliger à convertir à un prix inférieur à celui que l'obligataire serait disposé à convertir. Deuxièmement, il existe également des contraintes imposées, telles que le plancher de conversion qui a pour conséquence de limiter la dilution. Enfin, il y a le day spiral, qui est le résultat d'un financement convertible mal structuré, utilisé pour financer principalement des sociétés à petite capitalisation sur le marché. Cela provoque une chute spectaculaire des actions de la société, ce qui peut entraîner la chute ainsi que la faillite de cette dernière. Jetons un œil sur le fonctionnement de ce phénomène. Tout d'abord, il s'illustre par la vente à découvert de l'action d'une entreprise, afin de servir de couverture contre le risque de conversion de la part des porteurs de coco, ce qui va entraîner la baisse du prix de l'action. Ensuite, cette baisse, alertant les actionnaires, favorisera la vente de leurs propres actions, ce qui va se résulter par une seconde baisse de celle-ci. La baisse de l'action laissant penser que les porteurs de coco pourraient probablement finir avec plus d'actions, entraîne un nouveau besoin de couvrir le risque de conversion, ce qui va nous renvoyer directement à l'étape 1, de manière à constituer un cycle sans fin. Qu'advient-il des réglementations bancaires ? Il est important de souligner que la Commission européenne n'a pas prévu de rôle spécifique pour l'utilisation de ces instruments dans le cadre du plan de solvabilité Bâle III. Ainsi, leur mise en œuvre varie d'une institution financière à l'autre, et par conséquent, les institutions financières opteront pour la stratégie qui convient le mieux à leurs opérations de capital. Cela a permis à certains pays de leur donner un rôle parfois central dans leur réglementation nationale. L'introduction des cocos dans le cadre de l'analyse des dispositifs réglementaires des institutions systémiques semble être progressivement acceptée au sein d'autres pays. Au Royaume-Uni, bien que la Banque d'Angleterre y soit réticente, le Financial Services Authority a autorisé certaines banques britanniques à utiliser ces titres. En France, l'ACP considère être prêt à réfléchir aux exigences présentées par les banques. D'autres pays tels que la Belgique et les Pays-Bas ont accepté l'émission de capitaux de CocoBonds par les banques pour renforcer leur structure de capital. Nous vous remercions pour votre attention et nous espérons que cette présentation vous a permis de mieux comprendre les CocoBonds.